Donc, je vais présenter tout d'abord un panorama pour bien refixer les idées. Donc, les grandes étapes du développement des infrastructures. Donc, développement des réseaux de distribution en France entre 1920 et 1970. Comme vous le savez, en 1964, on a eu la création des organismes de bassin avec le mécanisme l'eau paye l'eau. Et à l'époque, des subventions pour développer les infrastructures d'eau qui étaient au-delà de 60%, ce qu'on aimerait avoir aujourd'hui. Événement important dans la structuration budgétaire des collectivités territoriales, la création de la M49 qui a défini deux obligations strictes, l'obligation d'un strict équilibre budgétaire et l'obligation d'amortir les ouvrages créés. Il faut savoir que l'amortissement réel des collectivités territoriales ne s'est mis en place qu'après 2002, voire globalement après 2010 dans la réalité, et pas de façon rétroactive. Ensuite, dans les années 2010-2015, on a eu la loi Grenelle qui a introduit une obligation de rendement minimal et ce qui a impulsé, obligé un petit peu les collectivités à engager des renouvellements de réseau, mais avec parcimonie. Dernières étapes, 2023-2025, le plan eau Macron et la réforme des redevances agences de l'eau, avec des grosses problématiques pour les collectivités territoriales parce qu'on a des pénalités financières chaque année en lien avec la performance des réseaux. Avec ce panorama-là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a la question qui se pose, c'est est-ce que ce cadre juridique va nous permettre de renouveler des réseaux anciens dans un contexte de baisse de rendement et de tension sur la ressource en eau. Petit rappel sur les mécanismes budgétaires, l'eau paye l'eau. Les recettes du service sont proportionnelles au volume consommé, donc moins l'usager consomme, moins le service mécaniquement a de recettes. Avec une obligation en 2030, c'est moins 14% sur les prélèvements pour l'alimentation en eau potable. À urbanisation, valeur 2019 pour l'agence de l'eau Seine-Normandie. Et donc, intrinsèquement, la question de comment je vais financer l'exploitation de mon service et mes besoins en investissement alors que je dois diminuer mes assiettes de facturation. Sur l'amortissement, comme je vous l'ai indiqué, l'amortissement a été mis en place après que les réseaux soient réalisés, donc je n'ai pas de dotation aux amortissements. Et comme tout a été développé à la même époque, avec un âge moyen national des infrastructures d'eau potable de l'ordre de 55 ans, je fais face mécaniquement à un renouvellement massif nécessaire dans une temporalité très courte de 20 à 30 ans. Dans les mécaniques financières sur les collectivités qu'on a commencé à accompagner, on sait que le financement par l'emprunt à 100%, parce que je souscris qu'il faut financer par l'emprunt ces infrastructures de long terme, n'est pas possible compte tenu des volumes financiers en jeu. Et donc aujourd'hui, on est face à ce mur de renouvellement avec des vraies questions fondamentales. Je souhaiterais revenir et mettre en évidence le problème de l'amortissement parce qu'il y a des vérités qui sont établies qui ne le sont pas en fait. L'amortissement dans les collectivités territoriales, il se fait uniquement sur le montant restant à financer, sur la durée de vie de l'ouvrage à l'euro constant, avec des durées de vie d'ouvrage, on l'a vu, qui sont entre 50 et 80 ans. Mécaniquement, un petit exemple, j'ai une infrastructure de 10 millions d'euros, j'ai 40% de subvention, il faut que j'amortisse 6 millions. Mon euro se déprécie sur 60 ans environ d'un facteur 7. Pour renouveler mon infrastructure, finalement, je n'aurai au final que 8,5% de mon investissement initial dans ma structuration budgétaire. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que l'amortissement comptable qui a été mis en place par les services de l'État à l'époque ne permet pas de renouveler le patrimoine. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut arrêter de dire parce que les amortissements n'ont pas été déclenchés sur les réseaux de l'époque que les collectivités sont en retard. Mécaniquement, on ne peut pas le faire. Le petit graphique à droite montre l'étude qui a été faite en 2011 par le département de Seine-et-Marne qui met en évidence qu'il faudrait augmenter de 2,60 € le prix du mètre cube d'eau pour rattraper le retard de renouvellement. Aujourd'hui, on est à plus de 3 €. Maintenant, je vais m'intéresser aux caractéristiques globales des services en France avec l'OFB en 2021 qui avait caractérisé trois grands domaines, l'ultra-urbain, l'urbain et le rural, avec les densités d'abonnés. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on met en évidence? 80% des linéaires d'infrastructures sont dans la ruralité, avec un ratio qui est donc plus du double entre la ruralité et l'urbain. Ceci est confirmé par les données CISPEA de 2023 sur les services d'eau et d'assainissement. Vous voyez que mécaniquement, ce que j'ai indiqué en bas, en gras, toutes les EPCI à dominante rurale ont mécaniquement des tarifs de l'eau et de l'assainissement plus importants,
Important également de prendre en considération et de bien intégrer que ça n'est pas parce qu'on va faire des regroupements de collectivités rurales à l'image des syndicats de département qu'on arrive à faire baisser mécaniquement le tarif de l'eau et de l'assainissement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la structuration permet d'améliorer l'efficience des services. Elle ne permet pas de diminuer les coûts intrinsèques parce qu'on n'a pas d'assiette avec des volumes et des infrastructures linéaires beaucoup plus importantes. Le taux de renouvellement entre 2020 et 2023, entre 0,6 et 0,65% par an, une durée de vie de réseau à 155 ans aujourd'hui, qui est au double de la durée de vie des matériaux théoriques, avec un âge moyen de réseau aujourd'hui de 55 ans national, ça veut dire que je vais renouveler mes infrastructures dans 200 ans. Mais je dois être performante. Plus la structure est rurale, on le voit, plus le prix de l'eau potable et de l'assainissement augmente. Là, je suis rentrée plus dans le détail avec des exemples de composantes de services que vous connaissez, puisqu'on a tous ces grands acteurs qui interviennent nationalement, notamment sur les stratégies de tarification, avec tarification incitative, etc. Et en rouge, je vous ai mis en évidence des collectivités qu'on accompagne dans la ruralité. Donc, le SMAEP Terroir Marne et Morin, c'est un syndicat semi-rural. Le S2E 77 et le SESV dans l'Aisne sont deux syndicats ruraux. L'indicateur de ruralité, c'est le nombre d'abonnés par kilomètre. Je vous invite à regarder les assiettes et mécaniquement les prix de l'eau potable auxquels on est aujourd'hui sur ces collectivités. Qu'est-ce qu'on voit au travers de ça? C'est que le constat national, il est confirmé en local. On est des tarifs en rural qui sont à minima x2 par rapport aux tarifs urbains et que ces disparités entraînent des iniquités au niveau du service et de l'accès à l'eau dans le milieu rural. Ces services, j'ai pris deux exemples focus, ce sont des services proactifs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le S2E 77, on les accompagne depuis 2009. En 2011, on a mis en place le programme d'investissement depuis 2011. On a passé le taux de renouvellement à 1,24%. D'accord. Malgré ça, on plafonne à 77,7% de rendement. On n'y arrive pas. Le SMAEP Terroir Marne et Morin, il est juste sur l'étape d'avant puisqu'il vient de finir son schéma directeur d'eau potable. On doit engager 97 millions d'euros d'investissement sur 10 ans pour renouveler seulement 13% du linéaire. Alors on a des châteaux d'eau, on a des usines à faire. Et le taux de renouvellement doit passer à 1,30%. On vise un rendement cible entre 80 et 95% suivant les communes. Et vous voyez, ces deux collectivités qui sont proactives en Seine-et-Marne, en fait, elles n'arrivent même pas au rendement moyen de la Seine-et-Marne de 80%, avec un âge moyen des réseaux dans ce territoire-là qui représente 1% du patrimoine national de 72 ans. Et malheureusement, ce mur de renouvellement, ce n'est pas le seul sujet auquel on a affaire. On a affaire à cette lame de fond sanitaire en termes de qualité qui arrive, avec toutes ces molécules qu'il va falloir traiter, dont juste la surface émergée, pour reprendre l'iceberg de Jean-Emmanuel, ce sont les métabolites et les PFAS. Et aujourd'hui, on est vraiment face à des problématiques de fond qui nous amènent à nous poser la question de quel avenir nous avons face à ces enjeux croisés, avec des enjeux sur la réduction des volumes prélevés en eau potable de moins 14%, des enjeux pour améliorer la performance des réseaux d'eau potable afin de limiter la pénalité financière, parce que si on n'est pas performant, au lieu d'investir dans nos renouvellements et nouvelles infrastructures, on va verser de l'argent sous forme d'amende. Il faut qu'on retrouve la conformité de la qualité de l'eau en intégrant chaque année de nouvelles molécules. Le S2E 77, 150 km de réseau d'infrastructures pour retrouver la qualité de l'eau. Ils viennent de terminer 56 millions d'euros d'investissement. Maintenant, il faut construire 6 usines de traitement à cause des métabolites. On est dans la ruralité avec des ressources qui sont beaucoup plus exposées. On doit travailler sur le curatif qui n'est pas financé avec la mise en place de nouvelles unités de traitement qui vont générer des pertes en eau, qui vont venir impacter la réduction obligatoire des 14% de baisse en eau potable. Et il faut, avec une vraie question sur l'adéquation des filières sur les petits débits dans la ruralité, et en plus, il faut travailler sur le préventif avec les programmes d'animation de captage, donc domaine agricole, avec une vraie question de la capacité de ces collectivités à porter ça dans la ruralité. Il faut également financer le curatif et le préventif avec aujourd'hui des subventions qui sont gelées compte tenu des nouvelles conditions d'éligibilité. Il faudrait mettre en place une tarification progressive, incitative, sociale, mais comme vous l'avez vu par rapport aux assiettes de facturation, on n'a déjà pas d'assiette, comment est-ce que vous voulez qu'on mette ça en place dans la ruralité? Et une fois qu'on a fait tout ça, il faut qu'on arrive à assurer un prix de l'eau raisonnable pour nos usagers. Donc, une fois qu'on a fait ces constats, bien évidemment, on a quelques propositions d'action à mener.
La première, et qui nous paraît la plus simple, ça serait de travailler sur la bonification des aides apportées par les agences de l'eau avec la prise en compte de la problématique spécifique du monde rural, avec une majoration des subventions et également une bonification complémentaire si le service est exercé au travers de services consolidés tels que des CC, des CIVU et des CIVOM, et la nécessité également d'avoir bien évidemment un schéma directeur à jour, on l'a vu, parce qu'il faut qu'on sache quelle est la direction où on doit aller et quelle est l'ampleur des problématiques. Une bonification complémentaire pour les services vertueux, là je parle plutôt dans la ruralité, puisque mécaniquement on est obligé d'avoir un minimum de tarifs pour pouvoir financer nos investissements, à la différence des agglomérations. Et il est absolument essentiel de simplifier les mécanismes d'obtention des aides. Et je rejoins la présentation de Florence sur la sanctuarisation nécessaire des financements de l'Agence de l'eau. Vous l'avez vu, 500 millions d'euros qui sont partis en 2025 au niveau de l'État. On a besoin de garder cet argent-là pour accompagner les collectivités territoriales. On l'a vu tout à l'heure avec les propos introductifs de la Banque des territoires, il est absolument essentiel d'avoir des dispositifs d'aide longue durée pour lisser les amortissements au-delà de 40 ans, 60, 70 ans, parce qu'effectivement, ces infrastructures, elles se financent sur le long terme et elles se financent nécessairement par des amortissements qui sont calés sur la durée de vie des ouvrages. Sinon, on grève effectivement les générations actuelles et pas les générations futures. Et puis, il va falloir revoir le mécanisme de financement des services d'eau tout en conservant et en sanctuarisant le budget annexe qui est absolument vital avec cette schizophrénie à laquelle on est confronté aujourd'hui. Une rémunération actuelle du service avec une recette qui est proportionnelle au volume consommé, mais dans le même temps, il faut que je diminue mes volumes consommés compte tenu de la raréfaction de la ressource. Pour terminer, je vous laisse sur ce livre très intéressant de David Collomb et de Jean Launay, L'eau potable en France entre facture et fracture de 2017, qui indiquait qu'il fallait inventer un nouveau mécanisme de solidarité entre les villes et les campagnes, et que si nous ne le faisions pas, dans moins de 10 ans, nous aurions une France de l'eau à 2 vitesses, avec des systèmes urbains hyper performants et des systèmes ruraux qui seraient en défaillance technique, économique et sanitaire. Aujourd'hui, sur l'accompagnement qu'on fait des collectivités territoriales, nous avons cette France à 2 vitesses et il faut qu'on trouve des solutions par rapport à ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julie, de cette présentation. Je vous propose qu'on puisse effectivement demander à Florence, à Jean-Emmanuel et à Julie de revenir peut-être devant vous quelques instants. Je vais prendre le micro, Jean-Emmanuel, pour que vous puissiez éventuellement, si quelqu'un a des questions ou des interrogations, échanger avec nos intervenants. La première question étant toujours la plus compliquée, je vous propose de commencer par la deuxième. Bonjour, alors, Géraldine Rollin, Banque des Territoires. Donc je prêche un peu sur ma paroisse, mais j'aimerais revenir sur la problématique de la dette. Effectivement, pour une infrastructure, enfin un réseau qui s'amortit sur 70 voire 100 ans, on est censé normalement pouvoir renouveler, lisser le renouvellement sur du très long terme et donc autofinancer ce renouvellement. Et le recours à la dette n'est pas forcément indiqué dans ce cas-là. Et si on a une incapacité à le faire, c'est qu'on ne collecte pas suffisamment de recettes pour couvrir ce renouvellement. Voilà. Et donc il y a une réflexion à mener sur les recettes. Après, il y a des problématiques de rattrapage du sous-investissement qui, là, peuvent justifier un recours à la dette. Et j'aimerais quand même souligner que la dette, c'est comme l'amortissement. Enfin, ce qu'on n'a pas financé avec, ce qu'on ne finance pas avec de la dette, ce qu'on finance avec de la dette plutôt s'amortit. La dette s'amortit, compense l'amortissement. La dette aussi ne s'inflate pas. Donc, voilà, économiquement, le recours à la dette n'est pas un problème par rapport à ce sous-amortissement. Je voulais quand même le remettre en perspective parce qu'on aurait pu déduire que... Voilà. Oui, Géraldine, tu as tout à fait raison. En fait, le recours à la dette, il est même nécessaire pour financer les infrastructures d'eau et d'assainissement. La seule chose, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a beaucoup fait culpabiliser les collectivités territoriales et les élus en leur disant si vous aviez amorti vos infrastructures d'eau et d'assainissement
alors vous seriez en mesure de financer votre renouvellement patrimonial. Comme je vous l'ai démontré mécaniquement par le fonctionnement de la circulaire M49, en fait, on amortit au mieux moins de 10% du bien. Voilà. En sachant que l'amortissement fait gonfler le budget de fonctionnement, que le budget de fonctionnement ne peut pas être financé par l'emprunt, puisqu'il n'y a que l'investissement qui peut être financé par l'emprunt, et qu'il n'y a que les intérêts de la dette qui sont dans le budget de fonctionnement et qui nécessitent du coup d'avoir ce tarif qui permet de couvrir le compte amortissement et les intérêts de la dette. Mais effectivement, ce qui est important à avoir en tête, et je rejoins également ce qui a été dit précédemment, c'est que il ne faut surtout pas financer ces investissements avec le cash qu'on peut avoir. Quand il y a eu les transferts de compétences, on a hérité de l'argent disponible qui avait été sanctuarisé par les collectivités. Cet argent, il doit servir de fonds de roulement, surtout, c'est important. Mais financer aujourd'hui en cash des infrastructures qui vont avoir une durée de vie de 60 ans, en fait, c'est une erreur de gestion. Il faut vraiment essayer de faire coller au maximum la durée de l'emprunt du bien sur la durée de vie sur la durée de l'amortissement, sur la durée d'emprunt, pardon, au maximum. On a eu une période qui a été très difficile parce que du coup, on ne pouvait avoir que des emprunts qui étaient sur 20 ou 30 ans. Et donc, du coup, quand on a des infrastructures d'assainissement ou d'eau potable qui sont sur 60, 80 ans, ben, en fait, on avait une décorrélation et donc ça augmentait mécaniquement les problématiques d'amortissement. Aujourd'hui, vous faites, on l'a vu, ça a été présenté, vous faites des prêts long terme. Je ne sais pas si tous les organismes bancaires font autant de prêts long terme. Et je pense que c'est vraiment important d'offrir cette opportunité-là aux collectivités territoriales parce qu'effectivement, si on n'a pas ces prêts long terme, s'ils n'ont pas ces prêts long terme, ils ne pourront pas financer leurs infrastructures. C'est très clair. Alors, je vais poser la deuxième question. Olivier Delessal, Banque des Territoires. Je voudrais revenir sur la slide qui est actuellement projetée, qui met en avant la nécessité de mécanismes de solidarité entre les villes et les campagnes, compte tenu des disparités de tarifs qui ont été montrées aussi précédemment. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il y a une réflexion sur un mécanisme de péréquation entre des zones urbaines et des zones rurales ? Je vais donner la... la mécanique de péréquation telle qu'elle est considérée, je pense, aujourd'hui, c'est de dire... finalement, les systèmes urbains cotisent plus parce qu'ils ont plus d'assiettes et d'abonnés. Et donc, à partir du moment où il y a des demandes de financement, chacun a accès à des demandes de financement. Et donc, par ce mécanisme-là du pot commun qui est ensuite redistribué aux infrastructures, aux collectivités, il y a un mécanisme effectivement de solidarité. Mais tel que je vous l'ai démontré, en fait, à partir du moment où chacun a le droit à la même partie du gâteau, alors que 80% des infrastructures sont dans la ruralité et qu'on a des problématiques également en termes de qualité d'eau à relever, en fait, ce mécanisme de solidarité, il n'est pas à la bonne échelle, il n'est pas suffisant. La réalité, elle est là. On a des disproportions, comme je vous l'indiquais. On est x2 minimum sur les tarifs entre l'urbain et le rural. Et donc, en fait, si tout le monde a chacun une part du gâteau, alors que vous, il vous en faut 2 fois plus, le principe de solidarité, il n'est pas suffisant à mon sens. Je ne sais pas si tu veux... Alors il y a effectivement tout ce qui est par rapport au prix de l'eau, hein, mais il y a aussi, c'est là où les agences de l'eau en fait interviennent et ont ce rôle de péréquation territoriale. C'est-à-dire que quand elles ont été créées, enfin là je parle sous le contrôle de M. Ruot de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, mais quand elles ont été créées, les agences de l'eau, c'était aussi pour faire de la solidarité territoriale et aider finalement ceux qui avaient le plus besoin, le plus de difficultés et le moins de moyens. Donc ça, c'est vrai que les agences de l'eau, malheureusement et heureusement, mais leurs missions ont évolué, leurs recettes n'ont pas évolué. Et c'est là où nous, dans notre étude de financement, on se dit que la répartition doit se réfléchir différemment. Et justement, quelle répartition et quelle solidarité territoriale. Aujourd'hui, il y a les départements aussi. Alors, même si jamais avec la loi NOTRe de 2015, ils ont perdu leurs compétences générales, les départements sont quand même, aujourd'hui, assurent une solidarité territoriale, en tout cas à l'intérieur de leur périmètre d'intervention.